La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. J'étais en train de parler de tacle à Laura pour commencer cet épisode. C'est bien de préparer tes invités en leur disant on peut se tacler pendant l'épisode. Ça ouvre la porte, ça fait plaisir, ça rassure. J'aime bien rassurer les personnes. D'ailleurs, généralement, avant de lancer le micro, mais là je le fais après, je demande à mes invités s'ils sont à l'aise. T'es à l'aise, oui, t'as l'habitude de parler Je suis à l'aise, ouais, tout va bien. Ok. Parce que toi, tu postes pas mal sur les réseaux sociaux. Je poste un petit peu, ouais. Sur LinkedIn. Je suis pas la plus dynamique, mais je poste quand même un petit peu, ouais. Ok. Des choses que tu on va dire réfléchis toi-même, approfondis, Pardon. Ouais. Ouais. En fait, on écrit souvent des blog posts après avoir fait des investissements pour expliquer un peu notre thèse d'investissement, comment est-ce qu'on a connu les entrepreneurs et quel était le processus d'investissement. Et donc, on publie ça généralement. On essaie de le faire après chaque investissement. Ok. Le dernier, c'était lequel ? On a annoncé récemment l'investissement dans Swan, qui est basé à Paris, une société française qui fait des services de finance intégrée et donc qui permettent à des boîtes qui n'ont pas de licence financière d'intégrer des produits bancaires, des cartes bancaires, d'offrir des comptes bancaires à leurs clients. Donc c'est on va dire un back-office pour les néobanques. Ce qu'on n'aime pas le terme néobanque parce que... c'est super intéressant parce qu'effectivement, le type de client de Swan, initialement, c'était très des néobanques ou des sociétés dans les services financiers. Et en fait, une grande partie de notre thèse, c'est que tu as de plus en plus de boîtes qui sont en dehors des services financiers, qui vont aussi intégrer des comptes bancaires et des cartes bancaires. On peut penser par exemple à une autre boîte de portefeuille qu'on a qui s'appelle Hero Software, qui est un ERP pour les artisans, donc une plateforme qui permet aux artisans de gérer toutes leurs activités au quotidien. Donc gérer leur base de clients, les invoices, où allouer leurs employés, sur quel chantier et quand. Et ils vont intégrer aussi des comptes bancaires et des cartes bancaires à leurs clients. Donc c'est des sociétés qui sont complètement en dehors du service financier et qui commencent aussi à intégrer des services bancaires. Et donc ça élargit énormément le TAM, la taille de marché de Swan. TAM, c'est Addressable Market, ouais, mais c'est quoi Total Addressable Market. C'est ça, Total Addressable Market. Ouais. Ok, Laura Salès, je t'ai pas présenté. Toi, tu es investisseur, VC. C'est quoi le job title exactement d'ailleurs ? Ouais, je dis beaucoup VC, mais c'est vrai que c'est peut-être pas très intelligible en français. Investisseur en capital risque, je pense que c'est vraiment le terme le plus juste. Chez Eight Roads, qui est pas si connu que ça en France, mais pourtant un très gros fonds en Angleterre et à l'international. Ouais, c'est ça. En fait, on a un fonds international, donc on a été fondé aux États-Unis il y a une 50aine d'années maintenant, et après on s'est étendu en Europe et en Asie. Donc on a toujours ces bureaux-là dans les différentes géos, et on gère un peu plus de 11 milliards de dollars aujourd'hui. Et on a la particularité de se concentrer uniquement sur ce qu'on appelle les scale-up. Donc on peut considérer ça comme l'âge adolescent des sociétés. Qui est le moment où elles commencent à avoir un peu des revenus, des clients, elles ont un produit qui fonctionne. Mais elles n'ont pas encore un go-to-market qui est très scalable. Donc c'est-à-dire qu'elles ont généralement quelques vendeurs, mais très peu. La vente est très peu structurée. Et on va venir les aider à structurer l'équipe de sales, structurer l'équipe de marketing et typiquement s'étendre à l'international. Donc on investit quand elles sont au niveau local, que Paris, que France par exemple, et on vient les aider à aller s'étendre en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Donc si je te reprends sur finalement Swan, qui est quand même pour moi pas un OG, mais c'est quand même une boîte qui traîne ses guêtres dans la tech depuis 10 ans peut-être quand même. C'est pas tout jeune, Swan. Un peu moins de 10 ans, mais je crois qu'ils ont levé leur tour de seed, c'était en 2021. Donc ça fait 4 ans. Ok, c'est si récent que ça. Très bien, j'ai l'impression qu'ils ont toujours été là. Ok, bravo, parce que ça... Et Swan, ils ont un gros concurrent aussi en France. Comment il s'appelle, tu vois pas il me semble, ou alors c'était... ils en ont plusieurs qui sont... Qui avaient été rachetés par la Société Générale. Ça te dit rien ? Je l'ai plus. Je l'ai pas en tête non plus. Et en l'occurrence, d'accord. Donc sur lequel vraiment la plupart des néobanques s'étaient basées, je pense qu'on. Ouais, alors ils en ont plusieurs. Ils ont Solaris, effectivement, qui était un peu la première génération en Allemagne. Ils ont Modular aussi. Il y en a quelques autres. Et Swan est arrivé après avec une infrastructure que nous on pense est un petit peu plus solide. Et complètement régulée par l'AMF. Et ils ont des très gros clients dans la finance, comme on le disait, mais en dehors de la finance.
Et donc oui, non mais en effet c'est quand c'est parce que généralement moi quand je vois en tout cas du côté d'OVNI et des confrères qui sont plutôt dans notre taille, c'est-à-dire qui vont investir dans du plus early stage. Quand tu me sors un nom, bah, évidemment, je le connais jamais puisque c'est un nom qui tout petit. C'est tout petit, quoi. Après, Swan, effectivement, c'était un des investissements peut-être dans la partie plus late de nous, ce qu'on fait. Donc, on va investir généralement de la série A à la série C. Okay. Et effectivement, Swan, c'était une extension de la série B qu'on a fait. Donc, on peut quasiment considérer ça comme une série C. Quand on a investi, ils avaient déjà un peu plus de 150 employés. Donc, on voit que la taille est quand même assez significative. Mais tu vois, principalement en France. Donc, encore une fois, là, pas du tout international. Et on vient les aider justement à aller s'étendre en Allemagne et d'aller s'étendre dans d'autres géos. Alors, c'est quoi la secret sauce pour s'étendre à l'international ? Qu'est-ce que vous leur apportez là-dedans ? Ouais, c'est une bonne question. Nous, on a toute une plateforme de venture partners qui sont des anciens opérationnels de boîtes qui ont bien marché et qui viennent aider nos C-level sur des sujets opérationnels. Donc, on va avoir des personnes qui sont uniquement focus sur le go-to-market outbound, par exemple, donc qui vont venir aider à créer cette équipe de sales pour contacter des entreprises en extérieur. On va avoir des personnes qui font uniquement le go-to-market inbound. On va avoir des personnes qui vont faire uniquement le recrutement. Donc, tu as besoin, par exemple, d'un CRO pour venir structurer les ventes au niveau international. On va venir t'aider à identifier quel type de profil tu peux rajouter dans ton équipe, à sélectionner les profils, faire passer les entretiens, etc. Donc ça, c'est un des premiers piliers, c'est cette équipe de venture partners-là qu'on a en interne. Et le deuxième pilier, c'est le fait qu'on est déjà international à Eight-Roads, puisqu'on a des équipes aux États-Unis, en Asie et en Europe, comme on le disait au début. Et du coup, on peut venir aider à faire des introductions sur les marchés à des partenaires potentiels ou à des clients potentiels. Alors moi, j'ai une thèse, je vais te demander, je vais voir si tu es d'accord quelque part avec moi, mais c'est que c'est pas général, mais c'est quand même très répandu en France, dans la tech. Commercialement, l'investissement est pas au niveau. Ce que je veux dire, c'est que donc j'ai toute une bande de potes, et à commencer par un pote, mais ma femme. Je partage ma vie avec une femme extraordinaire qui a fait 10 ans chez Meta et qui est depuis 5 ans chez LinkedIn. Et quand tu vois, alors déjà les salaires qu'ils ont tous, les investissements, mais alors limite pire, il y a Salesforce encore plus, tu vois, où en fait tu te dis mais l'investissement dans les sales, il est hallucinant et c'est hyper structuré, c'est quand moi je vais voir des gens que je connais bien, mais même que chez tu prends des Alan, des Swile, t'en as pas un qui gagne plus de, je dis pas de conneries, hein, je pense 120, 130, 150 000 euros par an, bonus inclus. Dans toutes les boîtes dont je te parle avant, c'est même pas leur fixe, tu vois. Et derrière, en revanche, chez Salesforce, il y en a qui te prennent du 300, 500, 1 million de bonus. Mais tu comprends pourquoi, hein, les mecs qui rapportent, ou les femmes, ils rapportent 50 millions, 60 millions. Je trouve qu'en France, on n'a pas cette culture. Et certains viennent te dire, oui, mais nous, on trouve pas ça juste par rapport au reste de la boîte. Mais bon, c'est des sales, mon ami, quoi. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison et ça reflète la différence de marché entre les États-Unis et l'Europe, qu'on voit très bien dans nos sociétés qui font à la fois les deux. C'est-à-dire qu'en Europe, généralement, les ACV, c'est-à-dire le contrat moyen, est plus bas qu'aux États-Unis. Les cycles de vente sont plus longs en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, forcément, quand tu regardes combien te coûte un sales par rapport à combien est-ce qu'il te rapporte en Europe, le ratio est un peu moins bon qu'aux États-Unis. Et donc, malheureusement, ça mène à des salaires qui sont plus bas en Europe. Mais j'aime bien ne pas rester du côté des cyniques. Et moi, je pense que le marché européen, il est en train de maturer de plus en plus. Et on voit que ça commence à converger un petit peu, dans le sens où les grosses boîtes du CAC 40, on en parlait tout à l'heure, et les grosses boîtes européennes commencent à réussir à acheter des produits tech avec des cycles de vente un petit peu plus courts. Et donc, je pense que ça va finir par converger. Moi, je pense qu'ils y arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en face, faut avoir investi dans les bonnes personnes, tu vois. Enfin, en effet, toute proportion gardée, t'arrives à New York, tu prends le premier sales, il va te coûter 400 000 euros de fixe parce que c'est New York et que tout coûte cher là-bas. Mais à un moment, il faut quand même aussi en France. Moi, j'hallucine. Hein, je trouve que tu vois, ils font lire les rapports annuels, par exemple. Dès que t'as des clients, là, je vais même revenir longtemps en arrière. Facebook à l'époque, ça devait être 2009 quand ma femme est arrivée. Ils étaient 7, 8. Ils avaient ciblé les 100 premiers clients prioritaires en France. Et c'était pas forcément les 100 plus gros annonceurs. C'était les 100 qui correspondaient à leur marché adressable, justement, à ce qu'ils avaient fait à l'étranger, etc. En dehors de ça, ils ne parlaient à personne. Ils n'avaient pas le droit. Donc, si quelqu'un leur disait, oui, mais moi, je voudrais essayer, j'ai un budget de 2 millions, même si pour eux, 2 millions, c'était bien, ils disaient, bah ouais, super, t'appelles à Dublin. Et moi, je peux pas te parler.
J'étais pas dans mon, tu vois, ils sont super focus, c'est super radical. Et derrière, après, t'avances et puis tu vois que dans toutes ces grosses boîtes, ils vont lire les rapports annuels qui balancent sur les marchés, enfin dans toutes les boîtes cotées, et ils arrivent, ils connaissent les boîtes par cœur, mieux que les employés à l'intérieur, en fait, tu vois. C'est vraiment des machines, quoi. Et ils doivent remplir dans leur Salesforce ou peu importe leur comment on appelle ça, leur CRM, ils doivent remplir des tas de cases sur quelle est la croissance estimée, sur quel truc ils doivent grossir, sur quel machin. C'est des process beaucoup plus structurés. C'est hallucinant. Et je pense d'ailleurs c'est intéressant, nous en tant qu'investisseurs, on voit beaucoup d'outils en ce moment d'intelligence artificielle pour aider les vendeurs à vendre plus rapidement, plus efficacement. Et je pense sur ce travail-là en amont une fois que tu as identifié tes clients potentiels, de faire de la recherche effectivement pour quand tu arrives au meeting, savoir exactement quel est leur besoin. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui vont aider là-dessus et qui vont peut-être permettre aussi aux boîtes en France d'être un petit peu plus efficaces là-dessus, parce que comme tu le dis, on est peut-être un petit peu moins bon, ou en tout cas moins naturel sur ça qu'aux États-Unis. Mais pour finir sur ce chapitre, j'ai pas mal de femmes autour de moi aussi, de copines qui arrivent en bout de cycle, donc soit dans leur première GAFAM avec extension de 3 boîtes en plus, mais soit dans leur deuxième, parce qu'il y en a pas mal qui sont passés de Google à Meta ou de Meta à Amazon, etc. Et j'ai pas mal de femmes autour de moi qui sont là-dedans, et en fait, elles arrivent pas à retrouver un job après, parce qu'elles sont trop chères. Et tu te dis, mais pourtant elles sont monstrueusement talentueuses, tu vois. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un problème d'adéquation dans ce marché. C'est mon humble avis. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que, en tout cas, nous, ce qu'on a vu sur ces dernières années, c'est que tu as pas mal de personnes qui ont été dans des GAFAM aux États-Unis et qui rentrent en France, mais en tant que fondateurs, ce qui est super pour l'écosystème français. Et je pense que ça répond aussi à ce challenge-là, qui est qu'effectivement, quand tu as passé 15 ans à Google dans le département d'intelligence artificielle, c'est difficile de revenir en France dans un métier aussi bien payé. Alors que si tu fondes ta start-up, effectivement, tu as un upside qui est gigantesque. Ils reviennent à cause du climat politique Non, parce que c'était avant les élections récentes. Ouais. Donc pas forcément. Je pense qu'il y a un côté un petit peu patriotisme, je pense, pour certains d'entre eux. Dans le sens où je pense que c'est pas complètement une folie maintenant de fonder des boîtes en France. Donc t'as pas mal de fondateurs qui décident de ramener leur expérience aux États-Unis, à Paris, et de créer des nouvelles startups sur place, et ça marche très bien. Et puis à Paris maintenant, on a quand même pas mal de hubs. On a OpenAI qui a ouvert des bureaux. Donc on a quand même des belles infrastructures et un beau pool de talents dans lequel recruter. 8 Roads, toi tu y es arrivé quand ? J'y suis arrivée il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Okay. Ça fait 6 ans que je fais le métier d'investisseur, 4 ans à 8 Roads. Avant, t'es passé j'ai fait plusieurs passages. J'ai commencé à Orange Ventures, qui est le fonds corporate du Télécom Orange. Ensuite, je suis passé à Alven Capital, qui est un fonds de seed et early stage. Ouais. Et ensuite, Euraseo, dans l'équipe grosse en late stage. Donc, j'ai vu un peu tout le scope de stade d'investissement, du seed très early stage, où il n'y a quasiment aucune donnée, aux grosses pré-IPO, où c'est que des données. Alors, je voyais hier un fondateur d'une boîte tech française qui cherche à faire sortir ses investisseurs. Ça commence par un T, ça finit par tech. Il y a un A. Non, mais ils veulent sortir, ils vont y arriver. Mais il me disait qu'il y avait ça. Il est sur un deal. Donc c'est du late stage, mais c'est plus de la sortie. Enfin, tu vois, c'est pas que de la levée, en fait. Il y a du rachat d'actions, puisqu'ils veulent du secondaire, en grande partie, mais pas que. Et il me disait que sur des deals en centaines de millions d'euros d'invest, enfin, un peu plus d'1 milliard de valo, entre 2 milliards, je crois, il y avait personne. C'est vrai, ça, en France? Enfin, Euraseo, Tikeo, ils font pas ça? Alors effectivement, sur des très gros tours, il y a très peu d'acteurs en Europe, il y a très peu d'acteurs en France, et c'était d'ailleurs le plan de Macron à l'époque, il y a un peu plus de 8 ans, je pense maintenant, quand il a annoncé plus d'1 milliard investi spécifiquement dans les fonds late stage. L'idée, c'était de renforcer ce gap-là. Je pense qu'il y a toujours un gap aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs, il y a Euraseo Gross, effectivement, il y a Revaya qui a essayé de se mettre un petit peu sur le créneau un peu plus late stage. Mais sinon, à part des fonds américains, il y a très peu de personnes en France et en Europe pour faire des tours effectivement de plus de 100 millions. Ok. Vous, quand t'es chez 8 Roads, vous considérez comme un fonds international, américain. Est-ce qu'il y a justement, si on parle de politique en ce moment, il y a des petits sujets un petit peu qui émergent, ou c'est quelque chose que vous mettez de côté? Ouais, bien sûr. Nous, on se considère comme un fonds international, puisqu'on a été fondé aux États-Unis, mais maintenant on a des bureaux partout dans le monde, donc on est vraiment international.
Mais à la fois, on est très localisé. Et par ça, j'entends que moi, par exemple, je travaille dans l'équipe Europe. Le bureau est à Londres. Les décisions d'investissement sont faites dans l'équipe Europe. Bien évidemment, on concerte nos collègues, on se concerte avec nos collègues aux États-Unis, mais ils font pas partie de la décision d'investissement. Et je trouve que ça ramène un peu le meilleur des deux mondes parce que du coup, on peut utiliser notre équipe aux États-Unis pour aider nos boîtes en portefeuille à s'étendre là-bas. Mais en même temps, on a la connaissance du marché au niveau local puisqu'on n'est que des Européens dans notre équipe en Europe. On est 3 Français, une Espagnole, un Norvégien, deux Anglais, deux Allemands. Donc c'est très international, mais européen. Ok. Et donc tous les investissements qui passent en France passent par toi ? Alors c'est pas forcément uniquement par moi, mais on est 3 Français, donc effectivement, généralement c'est les Français qui vont couvrir la France. Moi j'habite à Paris, je fais les allers-retours avec Londres, donc j'ai tendance à regarder beaucoup des sociétés qu'on a dans notre deal flow qui sont françaises. Ouais. Et je couvre aussi l'Allemagne, donc en fait je fais les allers-retours entre aussi Paris et Berlin pour couvrir l'écosystème allemand. Berlin surtout, un peu de Munich, un peu de... Ah ouais, c'est surtout Berlin, je dirais 80%, et un petit peu de Munich, 20%. Munich de plus en plus fort, cela dit, avec beaucoup de sociétés industrielles, beaucoup de sociétés robotiques, et Berlin plutôt du B2B SaaS et du consumer un peu plus classique, on va dire. C'est pas si mal, c'est quand même les 2 meilleures villes où aller c'est plutôt sympa. Ouais. Très cool. Donc toi, t'es passé par le early stage, par le late stage. Là, aujourd'hui, tu t'es collé au milieu. Ouais. Il y a un endroit que tu préfères ? Est-ce que c'est celui-ci ou est-ce qu'il y a une raison pour tout ça ? Ouais, exactement. C'était l'avantage d'avoir pu expérimenter un peu différents fonds d'investissement. Je pense qu'il y a des avantages et des désavantages dans tous les stades. Au stade très early stage de pré-seed et de seed, c'est principalement du relationnel parce que forcément, les sociétés, elles ont quasiment pas de données. Elles ont juste quelques fondateurs, peut-être un prototype, peut-être un client. Mais il y a très peu de données, donc c'est uniquement du relationnel et de l'accès au marché, de l'accès aux fondateurs. Et les sujets post-investissement en seed et en pré-seed, ça va être beaucoup du product market fit. Donc ça va être beaucoup comment est-ce qu'on arrive à créer un produit qui correspond à un problème sur le marché et à attirer des clients avec ça. Et à l'inverse, quand on va sur du très late stage, de la série C au pré-IPO, il y a énormément de données. C'est des sociétés qui ont 6, 7, 8 ans d'existence, qui ont 10, 20, 30 millions de revenus. Et donc là, ça va être peut-être que 20% de relationnel et 80% d'analytique. Et moi, ça me correspondait bien de plutôt avoir un ratio 50-50%. Et c'est exactement ce qu'on a dans le stade série A, série C, puisque c'est des boîtes qui ont juste quelques années de vie, qui ont quelques millions de revenus, quelques années d'historique, mais très peu. Et donc, la décision d'investissement, elle se passe sur une partie, le fondateur, la vision du produit et le marché, mais quand même une partie de la donnée historique. Est-ce que les clients churn, est-ce qu'ils restent longtemps, est-ce que l'usage est bon, est-ce que l'équipe a bien exécuté. Et j'aime bien ce 50%. Merci Laura, parce que tu viens de me faire comprendre pourquoi j'aimais tant le early stage. Parce que je crois que moi, mon point fort, en tout cas, ou notre point fort, mais c'est vrai, c'est quand même souvent le guts, quoi. Et tu vois, comprendre l'équipe, voir leur envie, le sentir. Évidemment, tu te plantes d'ailleurs même en late stage. Tu te plantes moins en late stage, évidemment. Normalement, plus t'avances, moins tu te plantes. C'est un peu l'idée quand même aussi. Ouais. Je pense que quand tu commences à avoir 50 ou 100 millions de revenus, effectivement, t'as beaucoup de choses qui sont dérisquées dans la boîte. Nous, au stade où on investit à Eight-Roads, de la série A à la série C, il y a quand même pas mal de gut feeling, comme tu le disais, parce que t'as quand même beaucoup de choses en termes de marché qui sont pas vraiment résolues. Et passer de 5 millions de revenus à plus de 100 millions, il y a quand même une grosse étape qui est souvent très difficile à franchir. C'est vrai. J'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est plus dur que de passer de 0 à 5 ? Je sais pas. Tout est difficile. Toutes les étapes sont difficiles, ouais, effectivement. Mais après, on peut se reposer un petit peu sur est-ce que la boîte a déjà bien grossi sur les 2 dernières années et quels sont les indicateurs financiers. Après, ce qu'on voit quand même, c'est que ça ne prédit pas non plus l'avenir, dans le sens où c'est pas parce qu'il y a eu 300% de croissance sur les 12 derniers mois que ce sera le cas sur les 12 prochains mois. Non, mais oui, évidemment. Si je repense Founder avec qui je parlais hier, il a sorti tous ses actionnaires qui étaient très contents sur un deal à 40 millions en 2019. Et tu vois, aujourd'hui, ils sont en milliards. Il me dit, à l'époque, j'avais l'impression de faire n'importe quoi et de les sortir à ce prix-là, de payer beaucoup trop cher. Enfin, c'est fou. Ouais, et c'est là que moi, je suis toujours impressionnée au quotidien par la résilience des fondateurs, parce qu'il y a certains des fondateurs avec lesquels on travaille qui ont monté leur boîte il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et la résilience qu'il faut avoir pour passer d'année en année, passer les cycles de financement où effectivement une année on va pouvoir lever à une valo
super élevé, et puis finalement l'année d'après le marché est beaucoup plus difficile, la valo s'effondre, on n'arrive pas à exciter nos investisseurs des premières années, on a plus de churn, et continuer à être là et à faire avancer la boîte sur des dizaines d'années, je trouve que ça demande extrêmement de résilience. Je me permets, moi je pense que c'est un des épisodes que j'ai enregistré hier. Philippe Brassac, le patron du Crédit Agricole, avec qui j'ai enregistré hier dans ce studio. Il n'est pas sorti au moment où on se parle, mais je pense que la solution, la seule vraie solution à ça, c'est la mission. Il me dit, nous on y allait assez tardivement, lui il a fait 42 ans qu'il est au Crédit Agricole, tu vois. Mais en fait, quand tu remplis ta mission, finalement... ces valos, ces trucs, enfin, évidemment, ça peut te stresser, mais tu t'en fous, en fait. Tant que tu remplis ta mission, que t'avances, Stan Niox-Château, que j'ai reçu sur Génération et Turcell, en fait, quand il revient, qu'il retourne voir ses clients et que tu le sens vraiment, mais tellement impliqué là-dedans, finalement, tu te dis, si un jour il est valo 4 milliards et le lendemain 8 et sur le lendemain 2, enfin, tu vois, c'est pas exactement... Après, dans les stades early stage, tu as quand même des hauts et des bas qui sont aussi liés à tes clients, et tu vas avoir des grosses périodes de churn, et ça, c'est un petit peu plus difficile parfois à garder le cap sur une seule mission claire à ce moment-là. Tout à fait. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'industriel à Munich, de plus SaaS B2B à Berlin, de peut-être d'autres choses. Vous avez quand même une thèse, il faut que ce soit très tech, il faut que ce soit très... vous pouvez rentrer dans quelque chose qui est plus... vous faites de la biotech, vous êtes très large dans l'approche. Ouais, alors nous, à Ethos, on fait tout secteur. Donc on va faire beaucoup de fintech, qui est un sujet sur lequel moi je passe beaucoup de temps. On a mentionné Swan, mais on a aussi fait Spendesk, par exemple, en spend management en France. On avait fait Compte Nickel à l'époque, on parlait des néobanques tout à l'heure. Donc on fait beaucoup de fintech. Et après, le deuxième gros segment qu'on fait, c'est tout ce qui va être B2B SaaS, B2B Tools, en particulier pour les grosses entreprises. Donc on peut penser par exemple à Neo4j, qui est une database dans laquelle on a investi, qui a annoncé d'avoir passé plus de 200 millions de revenus là récemment. Et après on fait aussi effectivement du consumer. On a investi dans Treatwell par exemple. Okay. Et on fait un petit peu de santé, mais de la santé quand c'est une plateforme ou de la tech. Effectivement, on va faire peu de biotech. Okay. On peut penser par exemple à Okin, qui est une plateforme d'intelligence artificielle dans la recherche pharmaceutique. Thomas Clausel, épisode exceptionnel. J'adore ce type-là. Ouais. Donc on fait effectivement tout secteur. Après, on a des thèses un petit peu plus spécifiques. Par exemple, on passe beaucoup de temps à regarder des verticales B2B SaaS. Okay. Donc ça veut dire des outils qui vont venir répondre à une industrie particulière. On parlait tout à l'heure de Hero Software. Hero Software, c'est une plateforme pour les artisans en particulier. Donc ça va être les plombiers, ça va être les peintres, ceux qui vont venir poser les panneaux solaires sur les toits, etc. Okay. Et c'est uniquement une plateforme pour leur permettre de gérer leur quotidien. Donc on a fait ça avec Hero Software, on a aussi fait ça avec les organisateurs d'événements, donc dans l'événementiel, et on a fait ça sur plusieurs autres industries. Il y a encore, c'était la question que j'ai commencé à me poser quand je t'entendais sur les néobanques, mais là sur les SaaS B2B qui étaient un peu affolé tout le monde jusqu'à il y a 2, 3, 4 ans, jusqu'à 2021, 2022. Toujours puis un peu aujourd'hui. Toujours un peu, ouais. SaaS B2B, néobanque, il y a vraiment encore de la place sur plein d'univers, tu peux encore... Ouais, après, je pense que chacune de ces modèles-là se réinvente, dans le sens où tous les modèles B2B SaaS que je vois aujourd'hui sont principalement liés à l'intelligence artificielle. Donc, soit c'est des modèles qui ont été créés il y a 3 ou 4 ans et qui essaient d'intégrer aujourd'hui OpenAI et d'autres outils d'intelligence artificielle, soit c'est des boîtes qui ont été fondées dans les 12 derniers mois, qui sont B2B SaaS, ça veut juste dire qu'ils targetent des entreprises et qu'ils ont un modèle de subscription. Mais principalement lié à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ce que me disait, ça c'est vraiment sur les vagues d'innovation. C'était Cyril Chiche, que tu dois connaître de près de loin, puisque tu as bossé dans cet univers des néobanques, le fondateur de Lydia, Sumeria, qui me disait, en fait, la disruption de Lydia venait du mobile. Il me dit, regarde, en fait, même Bourseau, que j'aime bien, Bourseau, qui cartonne d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu le nombre de comptes qu'ils ont ouvert l'année dernière, c'est hallucinant. Mais Bourseau en mobile, c'est nul. Comparativement à Revolut ou Sumeria. Et en fait, il me disait, chacun vient de son... Tu vois, le background Bourseau, c'était le web, c'est l'app mobile. Et maintenant, tu as cette nouvelle révolution où je pense que l'intégration de l'IA, il y en a qui arrivent à l'intégrer. Il y en a qui ont réussi à passer ces vagues, tu vois. Même dans les GAFA, ils y arrivent toujours plus ou moins, mais... Oui, bien sûr, et je pense qu'on va revoir dans les prochaines années tous les secteurs qu'on regardé les 5 dernières années.
on va les regarder de nouveau, mais sous un nouveau prisme de l'intelligence artificielle. Tu vas voir plein de questions que le ça ramène. dating, la néobanque, le machin. Tu regardes toutes les boîtes qui ont fait beaucoup d'argent dans les années 2010 dans le web, dans les années 2020 dans le mobile, tu les mets dans les 2000. C'est ça. Après, la question, ça va être, est-ce que ceux qui ont été créés il y a 5 ans vont réussir à prendre la vague et à intégrer des outils d'IA eux-mêmes, ou est-ce que ça va être des nouveaux players? Et je pense que ça va être un mix des deux. Ouais. Et sinon, il faut être bon comme Zuckerberg à racheter les nouveaux players, comme il avait fait avec Instagram. Et puis, c'est ça. Intéressant. Il y a des deals. Tu me parlerais des deals sur lesquels alors je vais commencer par le côté sympa, sur lesquels dont t'es particulièrement fier. Je pense juste pour Swan, on peut revenir là-dessus. C'est vraiment un investissement, donc on est très content d'avoir fait. Donc on l'a annoncé là en début d'année. C'était un tour de 38 millions d'euros, une extension de la série B. On connaissait le fondateur depuis avant le CID. Donc on a vraiment Nicolas Bérémy. Okay. On a créé la relation avec le fondateur avant le CID. Donc on aime bien toujours créer cette relation-là à long terme avec les entrepreneurs. Donc là, on l'a connu pendant 4 ans avant de décider d'investir sur ce tour d'extension. On pense qu'ils ont eu une exécution absolument formidable. Comme tu le disais, en 4 ans, avoir réussi à passer au volume auquel ils sont aujourd'hui. Et, c'est public, ils travaillent notamment avec des sociétés comme Penny Lane, avec Indy, et ils leur permettent de fournir tous les services financiers que Penny et Indy Lane ont derrière leur plateforme, en marque blanche. Donc si tu ouvres un compte chez Indy, tu vas pas voir le logo Swan, tu vas uniquement voir Indy. Tu vas voir quoi comme IBAN, tu sais, non? C'est un IBAN français. IBAN français, mais qui est pas toujours le même pour tout le monde, si, parce que tu sais, à un moment, justement... Non, c'est individualisé, effectivement. Et donc ils ont la licence avec l'AMF, et c'est un marché qui est bien évidemment extrêmement régulé, et ça demande extrêmement de rigueur au sein de l'équipe pour pouvoir être au pied avec la réglementation. Et Laura, c'est un marché qui peut s'internationaliser, parce que j'ai la difficulté là-dessus, c'est que j'en parlais justement avec Brassac hier. Pour passer en Allemagne, tu vas être régulé par un autre organisme. Pour aller en Estonie, en Hollande, en Italie, et tu peux le faire, c'est possible? Ouais, bien sûr, ils ont déjà commencé à le faire. Ils ont déjà des clients en Espagne, ils ont déjà des clients en Allemagne. Ils ont construit des équipes compliance par pays. Donc, ils vont avoir des hubs de 4 ou 5 employés, uniquement pour la compliance, pour l'Allemagne, pour l'Espagne et pour la France. C'est-à-dire qu'avant de se lancer en Estonie ou en Autriche, on va attendre un peu peut-être. On fait déjà les plus gros marchés européens, et après on verra pour les autres. Mais la profondeur de marché, ne serait-ce que sur ces 3 marchés-là, est déjà gigantesque. Non, mais on va dire ma réflexion là-dessus, ou ma curiosité, c'est plus de se dire comment on peut mieux faire tourner l'Europe là-dessus pour que ce soit plus simple, justement, tu vois, pays par pays. Mais ça ne l'est pas, en l'occurrence, en particulier dans le secteur bancaire. Mais non, effectivement, et c'est d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de nos sociétés en portefeuille qui vont d'abord aux États-Unis, parce que c'est un marché beaucoup plus gros d'un coup. Ça. Qui a aussi ses propres challenges, comme tu le disais, les salaires sont beaucoup plus élevés. Targeter la côte ouest et la côte est, c'est presque 2 pays différents aussi. Donc il y a aussi ses propres challenges, mais effectivement, tu n'as pas le côté réglementaire aussi divisé qu'en Europe. Bon, et celui dont tu as, je vais dire pas particulièrement honte, non, ce serait pas... Non, mais il y a des deals sur lesquels tu t'es foiré déjà, bien? Même par le passé, ailleurs, mais... Ouais, écoute, ça fait partie du modèle de capital risque. Il y a toujours quelques sociétés qui marchent moins bien que d'autres. Nous, comme on est un petit peu plus late stage, on essaie d'en avoir très peu. Donc généralement, tu vois, sur toutes les boîtes dans lesquelles on a investi aujourd'hui en Europe, on en a investi dans 50. Okay. Il y en a aucune où on a fait moins de 1x. Donc on n'a jamais perdu tout notre argent, parce qu'on a toujours réussi à les revendre à la fin. Mais on a eu pas mal de roller coasters. On peut penser par exemple à Made.com, dans lequel on a investi. C'était une super histoire. Ils ont fait un IPO. C'était vraiment une belle histoire. Et puis malheureusement, la boîte a fini par faire faillite. Et on a pu récupérer d'autres mises. Mais effectivement, pas plus. Quelle histoire, Made.com, oui, en effet. Même aujourd'hui, tu te dis, ça mériterait juste rien que le nom, on sait tout ce que c'est. Enfin, la valeur du nom est importante sur un truc. Ouais, et puis c'était très difficile pour le fondateur aussi, Neil, qui était parti, qui était plus CEO à ce moment-là, mais qui a essayé de reprendre la boîte, qui avait fait une offre pour reprendre la boîte, mais qui malheureusement n'a pas été acceptée et qui a été liquidée. Ning, c'est vraiment un type exceptionnel. Moi, je sais pas si tu as écouté l'épisode que j'ai fait avec lui, mais tu dois le connaître autrement, mais sur Génération Do It Yourself, c'est pour moi
un des plus impressionnants que j'ai reçu. Ouais. C'est vraiment quelqu'un, en plus sympathique, chaleureux, j'ai trouvé. Ouais, et puis qui est reparti dans l'expérience entrepreneuriale tout de suite après Made.com, ce qui demande encore une fois pas mal de résilience aussi. Ça te chauffe pas, toi, un peu, parce que souvent, quand même, alors peut-être que tu fais pas VC depuis assez longtemps, mais je connais cette frustration de pas mal de VC qui, à un moment, se disent, quand même, j'irai bien de l'autre côté. Ouais, écoute, moi, c'est vrai que ça m'a toujours titillé. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle je suis en capital risque aujourd'hui, c'est parce que j'avais un très gros intérêt autour de l'entrepreneuriat à l'époque. J'avais participé à plusieurs startup week-ends quand j'étais étudiante. J'ai organisé un startup week-end avec Techstars moi-même, donc j'avais toujours eu cette appétence pour l'entrepreneuriat. Et c'était d'ailleurs un des parcours professionnels que j'envisageais à la fin de mes études. Et puis finalement, je suis partie sur le capital risque, mais effectivement, c'est quelque chose dont je me ferme pas la porte, on va dire, pour l'avenir. Après, il y a souvent l'inverse aussi, c'est-à-dire les investisseurs qui parlent toute la journée à des entrepreneurs et qui voient à quel point c'est un métier qui est difficile, qui décident de finalement de ne pas être entrepreneur. Oui, puis des entrepreneurs qui veulent passer de ce côté-là aussi. Alors, de toute façon, dans tous les cas, j'en connais qui passent du côté investisseur, qui finalement, ça leur rebrûle les doigts, retournent de l'autre côté. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Effectivement, les entrepreneurs qui deviennent investisseurs souvent trouvent que c'est pas assez hands-on et que c'est beaucoup trop généraliste. Ce qui est vrai, hein, c'est un métier où on est un peu spécialiste de rien, dans le sens où on va regarder un peu toutes les verticales, tous les sujets. Alors que quand on a une vraie âme entrepreneuriale, on aime bien être 100% focus toute la journée sur un seul problème. Écoute, tu vois, c'est là où encore une fois, moi je me dis que ça me va bien aussi finalement d'être passé du côté de l'investissement parce que j'assume assez volontiers une âme généraliste et mais je trouve quand même pour avoir cofondé OVNI avec toute l'équipe, alors je suis un late founder on va dire, mais que c'est une aventure entrepreneuriale. Alors quand tu crées le fonds, enfin je veux dire déjà toute la validation avec l'AMF, aller lever de l'argent auprès de LPs, certains très gros institutionnels, beaucoup de plus petits, s'engager dans des promesses dans lesquelles tu te dis, enfin tu vois, on va lever un minimum de temps, un maximum de temps, etc., recruter des gens super forts dans un marché hyper compétitif, faire la danse du ventre d'un côté auprès des LPs, la danse du ventre d'un autre auprès des investisseurs. Il y a ça aussi d'ailleurs dans le mid-market, enfin là où tu es aujourd'hui, vous avez une grosse compète pour investir. Vos term sheets, vous êtes en concurrence avec beaucoup d'autres à chaque fois. Ouais, bien sûr, ça reste extrêmement compétitif et de plus en plus. Et je réfléchissais à ce que tu viens de dire. Je pense que c'est pas forcément lié à des nouveaux fonds. Parce que les nouveaux fonds, monter des nouveaux fonds en late stage ou en scale-up, c'est assez difficile. Il y en a eu, hein, Revaya par exemple a été créé sur du mid-market il y a quelques années maintenant, mais ça reste assez peu courant. Donc on voit beaucoup de concurrence, mais beaucoup de concurrence de fonds qui existaient déjà auparavant, beaucoup de concurrence de fonds américains, beaucoup de concurrence de fonds anglais. Et du coup on essaie de trouver des techniques pour se parer un petit peu à ça. Et il y a des techniques d'amener de la valeur ajoutée supplémentaire dès les premiers contacts avec les fondateurs. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de fonds d'investissement passer des dizaines et des dizaines d'appels avec ce qu'on appelle des experts, qui sont des personnes qu'on paie pour leur parler, leur poser des questions sur le marché. Et avant même de parler à l'entrepreneur, on lui envoie un résumé de nos findings sur le marché, sur le produit, de ce qu'on pense qu'il pourrait améliorer sur son produit pour améliorer la rétention de leurs clients, etc. Donc on fait maintenant tout un travail en amont avant même d'avoir rencontré les fondateurs. Excellent. Et du coup, c'est un peu une course, effectivement, entre les VC pour tous avoir cette valeur ajoutée dès les premiers contacts. Ouais, et tu peux avoir chacun la sienne, quoi. C'est vrai que je pense que le pari d'Arnaud et d'Augustin avec moi était plus d'étendre un réseau et de la visibilité sur quelque chose. Il y en a qui vont être très, très experts. Je sais pas, je prends le Galion, par exemple, avec pareil un certain nombre d'entrepreneurs dans plein d'univers qui eux-mêmes ont plein de clients, etc. Donc t'as chacun a son unfair advantage. Je pense qu'il y a deux types d'unfair advantage. T'as celui de la valeur ajoutée, effectivement, que tu mentionnes, qui est par exemple nous, le fait d'être international et le fait d'être spécialisé sur les scale-up. Et après t'as un unfair advantage qui est celui de l'accès au marché. Et ça, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui parlent d'implémenter des outils d'intelligence artificielle pour identifier le plus tôt possible les profils qui vont potentiellement monter des boîtes intéressantes et les contacter quand ils sont même pas partis de leur boîte. Ils savent même pas qu'ils vont monter une boîte, c'est ça qui est très bon. Un Français, par exemple, qui bosse à OpenAI et qui a monté une boîte avant, mais maintenant il est à OpenAI. Les fonds le contactent avant même qu'il soit parti aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est une différenciation d'accès.
C'est vrai. Alors, dans un autre registre, il y a des gens avec qui je bosse sur un fonds de fonds, tu vois, qui est Michael Benabou, peut-être, cofondateur de VP. Ouais. Ils ont monté un fonds de fonds avec un de ses associés et Clément Lamorine-Linery. Et ils peuvent investir dans des très gros fonds américains dans lesquels tu peux pas investir. Et donc, je bosse avec eux pour les aider, si ça intéresse des gens qui nous écoutent, si ça t'intéresse, voilà. Et en fait, eux, un des trucs qu'ils font aussi, c'est qu'ils cherchent dans les gros fonds les gérants stars en voyant quand est-ce qu'ils vont aller créer eux-mêmes leur fonds pour être le premier souscripteur, tu vois. Donc c'est exactement la même chose finalement. C'est ce qu'on fait, mais à l'échelle des fonds d'investissement. C'est drôle. Exactement. Comme quoi tu vas chercher des people plus. Très bien, c'est vrai que c'est. Et aujourd'hui tu vois des gros mouvements. Alors c'est peut-être pas non plus toi non plus une OG non plus de cet univers, mais des gros changements au-delà de l'IA ou dans l'IA, des choses qui te font halluciner. Beaucoup sur la compétition, justement. Je trouve que c'est extrêmement polarisé aujourd'hui, même sur la série A, la série B et la série C, dans le sens où on va voir des sociétés partir pour lever leur série B qui vont avoir 5 term sheets en moins d'une semaine parfois, alors qu'on est sur des stades d'investissement où, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de données, beaucoup d'historiques, mais des fonds qui vont réussir à se positionner en moins de 1 ou 2 semaines. Et beaucoup d'autres boîtes, par ailleurs, qui vont avoir des bons revenus, une belle croissance, mais qui ne font pas forcément partie de ce que certains considèrent le tier 1 of tier 1, on va dire, et qui ont vraiment du mal à lever. Et ça m'étonne beaucoup, cette polarisation du marché qui est de plus en plus présente. Parce que tu parlais de compétition, et il y a vraiment des deals où on voit en une semaine recevoir 10 term sheets. Et tu crois que dans les tier 2, tier 3, finalement, il y a peut-être quand même des pépites que les gens voient pas, ou probablement d'ailleurs. Mais... Ouais, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on regarde tous beaucoup l'intelligence artificielle et tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Mais il y a d'autres boîtes qui font pas du tout ça et qui sont quand même très, très intéressantes aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des outils verticalisés. Je pense que leur corps de métier, c'est pas de faire de l'IA, parce qu'elles targetent des marchés qui, jusqu'à présent, ont eu aucun outil de software. Donc, tu vois, on parlait de la construction. Aujourd'hui, leur problématique, c'est pas d'avoir OpenAI accessible au bout des doigts, c'est plutôt de pouvoir gérer la communication en interne sur les chantiers, etc. Donc, c'est des problèmes qui sont un peu éloignés de l'intelligence artificielle, donc un peu éloignés de toute cette hotness, on va dire, du marché, qui sont un peu moins compétitifs, mais qui peuvent quand même être très intéressants. C'est vrai qu'il y a là-dessus, moi j'y crois assez fort. Après, faut trouver les bonnes niches et les endroits. Mais il y en a dans tous les domaines. Après, tu les vois, je sais pas. Ça... Après, nous, on pensait qu'il était encore possible de trouver des hidden gems, de trouver des boîtes un petit peu cachées que personne ne regarde en Europe. Et je pense que notre apprentissage sur ces dernières années, c'est que c'est plus vraiment possible. Oui. Il y a toujours d'autres fonds qui regardent les mêmes sociétés que celles qu'on regarde. Et tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi dans l'intérêt des fondateurs de pouvoir benchmarker et comparer différentes offres de fonds d'investissement. Alors c'est intéressant, moi je suis dans un club qui s'appelle le Bootstrap Club, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce club, donc c'est des bootstrappers, c'est que des gens qui ont pour la plupart jamais levé, et qui font quand même souvent pour certains des beaux chiffres et des choses comme ça. Et j'ai pas tant l'impression qu'ils se font draguer. C'est peut-être que là tu vas trouver des hidden gems, comme tu dis, dans le Bootstrap. Alors effectivement, les boîtes Bootstrap, c'est encore une autre catégorie, je pense, parce que ça, c'est souvent complètement en dehors de nos radars. Ouais. Nous, une manière très simple d'identifier les sociétés potentielles dans lesquelles on peut investir, c'est effectivement de regarder toutes les boîtes en Europe qui ont levé un précide et ainsi. Oui, c'est ça. Et ça fait déjà beaucoup, en fait. Il y en a déjà énormément. Mais effectivement, si c'est une boîte qui a jamais levé de l'argent, ça va être un petit peu plus dur de l'identifier. Alors, on regarde beaucoup la croissance des employés, qui est généralement une donnée qui est publique, mais ça va être plus difficile, effectivement, de faire le tri. Et donc, à moins que l'entrepreneur lui-même lève la main et dise on veut lever, généralement, c'est un peu en dehors des radars, effectivement. Parce que pourtant, il y a quand tu regardes leur parcours de l'intérieur, t'en as, en fait, il y a je pense que là-dessus, c'est peut-être un nouveau vivier. Je sais pas, c'est pas si simple. Faut les spotter, et voilà, parce que souvent, ils sont pas de données publiques, ils ont très peu de choses, mais, tu vois, je prends, je l'ai plus son nom. Comment il s'appelle? Ça va pas me revenir. Ça va me revenir bientôt, juste après. Mais, quelqu'un avec qui j'ai enregistré, en plus, que j'aime beaucoup, mais qui lui a fait du secondaire à un moment, parce qu'il y a des moments, ils ont besoin de cash out quand même, tu vois, ils ont des boîtes qui valent, Guillaume Moubèche.
Tu vois, Guillaume Houbèche, non, ça te parle pas. Non. Guillaume, à un moment, ils ont fait du secondaire sur une valo qui devait être à 100 millions ou quelque chose comme ça, finalement. Et donc, t'arrives quand même sur des boîtes assez conséquentes qui sont en pleine croissance, qui font toujours de la croissance, etc., etc. Donc, en effet, il y a des choses à faire, je pense. Ouais. Et puis nous, on fait très souvent du secondaire, d'ailleurs. Sur les tours, au-delà de la série B, je dirais, c'est quelque chose qui est très courant, effectivement, de faire du secondaire. Pour les fondeurs et puis aussi pour le reste de la cap table, effectivement. Je cherche le nom de sa boîte parce que ils vont m'en vouloir. Lemlist, ça te parle pas? Ouais. Si. C'est d'ailleurs gros aux US et voilà. Comment on rentre dans 8 Roads si je veux investir? Ça passe par où? Comment? Il y a des tickets minimums? Il y a des périodes? Ouais, c'est une bonne question. Alors, jusqu'à présent, on a la particularité d'avoir un seul LP, qui est Fidelity, qui est un énorme asset manager aux États-Unis. Donc, on n'a pas d'autres LP. Donc, c'est-à-dire, si toi, aujourd'hui, tu veux rentrer et mettre un ticket, c'est pas possible. Après, rien n'exclut, effectivement, que dans le futur, on ouvrira notre base d'LP à des extérieurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a plutôt profité de cette relation privilégiée qu'on a avec Fidelity, qui est un des plus gros fonds de gestion dans le monde et donc qui a les poches assez profondes pour réinvestir chez nous. Et ça veut dire que vous êtes le fonds de Fidelity ou pas exactement? C'est un fonds indépendant. Enfin, je veux dire, vous faites ce que vous voulez, vous avez quand même votre carry de vos fees, c'est comme un fonds normal? Ouais, exactement. C'est comme un fonds normal, on est complètement indépendant, nos décisions d'investissement sont uniquement faites en interne, on cherche pas du tout à avoir des décisions, des investissements stratégiques pour Fidelity, on investit dans des boîtes qui sont concurrentes à d'autres boîtes en portefeuille de Fidelity. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a énormément. Mais voilà, on peut penser vraiment à nous comme un fonds structuré comme n'importe quel autre fonds d'investissement, mais on a un seul LP, effectivement. Il y a des critères non négociables dans lesquels qui font investir dans quelque chose ou pas investir d'ailleurs? Ouais, nous, ce qu'on regarde principalement, ça va être... en termes de données, ça va vraiment être l'usage. C'est-à-dire le plus important pour nous, c'est qu'on veut voir que le produit amène un usage qui est récurrent, répétitif et que les clients ne churnent pas. Et du coup, un des indicateurs qu'on préfère regarder, je pense, c'est le NRR, qui est le Net Revenue Retention, qui va venir regarder à quel point est-ce que tu arrives à retenir ton revenu sur le long terme, en prenant en compte aussi les upsells. Donc, à quel point est-ce que tu arrives à vendre plus aux clients que tu as déjà actuellement. Et sur des boîtes qui vendent à des entreprises, à des grands comptes, par exemple, on adore voir des NRR qui sont à 120% à la première année, par exemple. C'est des indicateurs qu'on aime beaucoup parce que t'as pas le problème du leaky bucket, qui est le fait de prendre de l'ARR, mais effectivement, tous les ans, d'en perdre 10, 15, 20%. C'est-à-dire que tu dépenses en sales pour au final perdre une partie de cette ARR chaque année. Et puis j'allais dire, au-delà du chiffre, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir que toutes nos boîtes deviennent une pièce d'infrastructure primordiale de leur industrie. Donc on parlait de Swan par exemple. Swan dans Indy est utilisé tous les jours. Donc ça devient vraiment une pièce principale de l'utilisation de Indy. Pareil pour Hero Software, les ERP pour les artisans, ça devient la pièce centrale de leur activité tous les jours. Puisque tu te réveilles le matin, tu regardes où sont tes employés, quelles sont tes ressources, quels sont tes projets, quels sont tes clients. Donc là encore, c'est vraiment tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien, c'est investir dans ces plaies d'infrastructures de marché. Trop bien. Il y a des choses qui sont des gros bloqueurs, des choses sur lesquelles qui te font fuir particulièrement? Ouais, c'est une bonne question. L'inverse de ce que je viens de dire. Mais je pense au-delà de ça, c'est intéressant parce que même sur des sujets de série B et série C, je pense que l'équipe fondatrice reste quand même primordiale dans la décision d'investissement. Dans le sens où si on a du mal avec le fondateur ou si on a du mal avec l'équipe de manière plus large, on va avoir du mal à se positionner. Et nous, ce qu'on cherche dans les fondateurs, généralement, c'est plusieurs choses. On cherche, bien sûr, c'est assez classique, quelqu'un qui est assez visionnaire, c'est-à-dire qui a le produit aujourd'hui, mais qui sait où est-ce qu'il veut l'amener dans 5-10 ans, qui est résilient, comme on le disait tout à l'heure, mais qui est aussi humble et capable de prendre le feedback, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec lui et avoir des sujets parfois difficiles, mais honnêtes sur la direction de la boîte, et qui est capable de prendre le feedback. Et si les fondateurs un peu rentrent dans ces 3 critères-là, nous, on est complètement motivés à regarder tout le reste, mais effectivement, si on sent que c'est un gros bloqueur sur un de ces 3 points-là, on va avoir un petit peu du mal à avancer. Militer, ça peut être difficile par moment, d'être fort, visionnaire, sûr de soi et humble. Tu vois, la frontière peut être mince par moment.
Super intéressante. Comment est-ce que tu te projettes dans tout ça, toi? Tu veux rester en France? Tu veux partir à l'étranger? Tu veux aller voir les US, l'Asie ou... Parce que les cartes sont ouvertes quand même dans un groupe comme Elite Road. Ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai commencé, comme on le disait tout à l'heure, dans des fonds français, en France, à Paris. Ensuite, j'ai bougé à Londres, j'ai déménagé à Londres. Donc, je suis passée dans un cadre beaucoup plus international, une équipe internationale qui investit à travers l'Europe, mais on fait aussi des séminaires avec nos collègues dans les autres pays. Ce que j'ai toujours trouvé super intéressant, d'ailleurs, par exemple, on parlait avec notre équipe en Inde qui regarde beaucoup des sujets fintech consumer, alors qu'en Europe, on regarde peu de sujets fintech consumer. Donc, c'est toujours assez intéressant de voir ces différences-là. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est assez intéressant d'être dans cette structure-là qui est déjà internationale. Et en même temps, de pouvoir couvrir les marchés que moi, je connais, qui sont le marché français, dans lequel j'ai toujours été, et le marché allemand sur lequel ça fait plus de 6 ans maintenant que je suis focus. Et puis, par ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant en capital risque de rester dans le long terme parce que... les cycles sont juste extrêmement longs. Le cycle de feedback est juste extrêmement long parce que tu investis dans une boîte et puis ça met peut-être 5 ou 6 ans à savoir si l'investissement était bon ou pas. Et toute la partie qui se passe après la term sheet et après l'investissement est aussi extrêmement intéressant. Par exemple, moi, je suis sur plusieurs boards de boîtes en tant que board observer. Et donc, j'aide ces sociétés-là, par exemple, à s'étendre à l'international ou à implémenter un peu les best practices pour le stade auquel elles sont. Et c'est super intéressant de pouvoir intervenir sur ces sujets-là. Et si tu pars au bout de 2 ans en étant dans un fonds, tu loupes un peu toute cette partie-là qui fait partie intégrante du job d'investisseur. J'imagine sur certains. Là, tu vois, quand tu m'as dit ça, c'est marrant parce qu'il est polymorphe aussi, ce job. C'est-à-dire que je me souviens, moi, de PKM, qui me disait, moi, je me mets dans le coffre de la voiture, et puis je en tant qu'investisseur, et puis je ressors que si on me toque, tu vois. Mais sinon, je considère, lui, en tant qu'entrepreneur, il considérait que l'investisseur, il était là pour apporter de l'argent et rien de plus, tu vois. Ouais, c'est marrant, ça dépend un petit peu des entrepreneurs. Ça nous arrive que certains entrepreneurs disent ça, mais ça reste assez rare, je dirais. Dans la plupart des cas, ils essaient quand même d'avoir de l'aide, que ce soit de l'aide sur les recrutements, que ce soit de l'aide sur l'international ou bien évidemment le plus important des intros à des clients potentiels. C'est toujours quelque chose qui est très demandé par les fondateurs. T'aurais fait quoi si t'avais pas été investisseur? Tu sais? Ouais, je pense que je serais restée dans le monde de l'entrepreneuriat. Je pense que j'aurais peut-être été plutôt dans des structures d'accélération. On peut penser par exemple à Entrepreneur First, qui a un bureau en France. J'ai enregistré avec la DG. Ouais, je trouve que c'est vraiment des modèles qui sont super intéressants et qui restent un peu proches du VC en quelque sorte parce que ils sélectionnent les talents qui rentrent dans l'accélérateur et donc dans ce sens-là, c'est aussi un peu de la sélection sur le potentiel de futures boîtes. Donc je pense que j'aurais soit fait ça, soit peut-être lancé ma propre boîte, peut-être. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que du YC, Entrepreneur First, dans une certaine mesure aussi, a beaucoup d'apports. Moi, pour avoir été... alors maintenant, il y a plus de littérature sur l'entrepreneuriat, mais pour m'être lancé à 25 ans... il y a quand même 1 million d'erreurs que j'ai faites que je pense qu'on ne ferait plus maintenant, tu vois. Si t'es un peu bien câblé, bien accompagné, on peut t'accélérer quand même sur beaucoup de choses, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de structures d'accompagnement. Après, je pense qu'il y a toujours des erreurs que tu peux faire aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Je pense par exemple à toutes les erreurs que tu peux faire au sujet de l'intelligence artificielle et je pense que tu peux faire des nouvelles erreurs aujourd'hui. Tout à fait. C'est trop facile sinon. S'il y avait eu un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt, t'as une idée qui te vient? Ouais, il y a un conseil que j'ai reçu que j'aime bien, qui, je pense, est peut-être un petit peu particulier. C'est toujours under-promise et over-achieve. Et ça marche forcément ensemble, parce que si tu fais que under-promise, ça marche pas du tout. Mais je trouve que quand tu commences, tu as toujours tendance à vouloir dire, bien sûr, je le fais demain, je le fais le plus vite possible. Et si tu le fais après-demain, en fait, c'est complètement fine. Mais du coup, tu vas donner l'impression d'avoir pas respecté ta promesse. Et du coup, je trouve que c'est toujours intéressant de under-promise, de dire je le fais, je reviens vers toi, par exemple, à un fondateur d'ici 4 jours, et finalement de revenir d'ici 24 heures. Oui. C'est un petit truc, mais je trouve que ça fait quand même la différence. Je pense que c'est un énorme truc. Vous m'excuserez ou pas, d'ailleurs, vous avez le droit, mais ma remarque totalement sexiste qui va suivre, mais tu la vois venir, qui est un truc très spécifique aux femmes, je pense, mais moi que j'apprécie énormément, c'est que parce que
en tout cas dans notre société occidentale ou en France ou dans les hommes que je connais, c'est peut-être que chez moi, mais ça overpromise souvent et ça underachieve un peu, tu vois. Enfin, pour moi, c'est un caractère. Je vois rarement, je sais pas si tu peux être d'accord un peu avec moi, mais de femmes qui overpromise et underachieve. Et l'inverse, c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est ça bombe de le torse et puis mais oui, je te le fais demain et puis 2 jours après tu relances, tu dis oui non, j'ai pas vraiment. C'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, je pense que ce sujet-là, il est assez intéressant en VC où il y a toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes et où c'est un marché où généralement il y a une voix qui est très forte, où il y a on est très présent sur scène, on est très présent au board, etc. Et donc c'est un peu, je pense, difficile parfois pour certaines femmes de pouvoir prendre de la place dans cet univers-là. Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, il y en a beaucoup qui essayent, et chez les hommes et chez les femmes, hein, mais c'est pas si Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début, tu parlais de LinkedIn et de la voix que ça peut amener. Je pense qu'il y a un peu 2 modèles que je vois en VC, en tout cas. T'as un modèle, effectivement, qui est celui qui est probablement le plus visible, qui est celui du VC qui est très présent sur scène, très présent sur des podcasts, à des conférences, à écrire des articles, etc. Mais il y a un deuxième modèle qui est peut-être un peu moins visible, mais qui pourtant, moi, de mon expérience, qui marche extrêmement bien, c'est des VC qui communiquent pas du tout en fait en extérieur et qui basent uniquement leur personal brand sur leur portefeuille existant et sur l'aide qu'ils amènent aux entrepreneurs. Et certains des meilleurs investisseurs que je connais aujourd'hui sont sur ce modèle-là. Alors forcément, ils sont moins visibles, mais je pense que c'est un modèle qui est tout à fait valable aussi. Je suis d'accord. Je suis forcément d'accord. Je pense que c'est souvent un peu dommage. En tout cas, moi qui suis à fond dans la création de contenu et dans le partage et l'apprentissage, je trouve ça, quand ça arrive, un peu dommage parce que finalement, ce sont aussi des personnes qui ont beaucoup à apporter. Donc, si t'es sous-visible, tu vois, il y a des gens que j'aimerais avoir ou voir plus, en fait. Et, en fait, on pense qu'ils veulent de leur sortie politique ou de tout ce que tu veux, mais quand t'entends Peter Thiel ou moi, en particulier Marc Andreessen ou Eric Schmidt, quand je les entends dans les podcasts. Ouais, c'est vrai. Waouh, les années d'avance qu'ils ont, la lucidité surtout. Ils en font quand même un peu, Marc Andreessen un peu, mais Eric Schmidt, par moment il en fait plus parce quand il sort un livre ou quand. Mais tu vois, je trouverais ça dommage qu'ils en fassent pas. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien pour nous de pouvoir accéder à ce contenu-là. Et d'ailleurs, Andreessen, ils ont toute une équipe de contenu qui leur permet d'écrire tous ces articles-là. Ouais. Tout à fait. Ok. T'aurais un livre à me recommander? Ça peut être, on n'est pas forcément dans le VC. Moi, j'aime les livres. Enfin, tu vois, tu peux me donner du Simone de Beauvoir ou du ou du From Zero to One. Ouais, il y a un livre que j'ai adoré. Il va juste falloir que je me souvienne du nom. C'est un tout petit livre. C'est un tout petit livre de Tocqueville. Ça a l'air très intellectuel comme ça, mais ça l'est pas du tout. Je crois que ça s'appelle la 55e heure ou quelque chose comme ça. C'est un tout petit livre et ça raconte en fait le début de l'aventure à l'époque aux États-Unis et comment les États-Unis se sont créés au tout début. Okay. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir les premiers pas des États-Unis. D'accord, je cherche livre parce que j'ai pas trouvé. États-Unis, qu'est-ce que j'ai? Je vais trouver ça. On va se le retrouver de la démocratie en Amérique ou. J'ai pas 55 de Tocqueville. Bon, je vais retrouver ça. On va le mettre dans les descriptifs. De Tocqueville, parce que là, il m'a mis 55 rue de Tocqueville, mais ça marche pas. Ça devrait pas être ça, non. Ok, moi j'en ai un, tu vois, dans des univers et que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu as lu dans un petit et accessible L'homme qui plantait des arbres? Non, je l'ai pas lu. Mythique. Tu sais, c'est le truc que tu vas le plus offrir après. C'est quoi? Ouais, Jean Giono. C'est l'histoire d'un homme qui plante des arbres de manière, tu vois, avec une pugnacité hallucinante pendant, je vais pas tout te spoiler, mais tu sais pas exactement trop pourquoi ni comment. Et en fait, le truc se lit, ça fait 70 pages, tu vois, mais c'est exceptionnel, c'est beau, et puis ça te donne une perspective sur la vie, et puis tu te dis, attends, mais il écrivait ça déjà il y a quand même 50, 60, 70 ans, c'est peut-être pas si idiot, en fait, on fait peut-être un peu n'importe quoi, enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Ok, je regarderai. Ok, écoute, on peut te suivre sur LinkedIn, donc, Laura Salès. Ouais, sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus active. Je reprends l'orthographe de ton prénom pour ceux qui nous écoutent, c'est SALE2SE. Voilà, Laura, et puis, si jamais on veut vous envoyer des decks, on te contacte sur LinkedIn. On peut me contacter directement sur LinkedIn, je réponds toujours à tous les messages, donc avec plaisir pour entrer en contact directement sur LinkedIn. Ouais.
Très bien. Bah écoute, voilà, nous, j'espère qu'on aura l'occasion de bosser ensemble. Alors, puisqu'on n'est pas sur les mêmes stages finalement pour l'instant. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que nous, on essaie de créer des liens avec tous les fonds un petit peu plus early stage, parce qu'effectivement, quand elles commencent à grandir, ça peut rentrer dans notre scope. Ouais. Vous faites des suivis, c'est-à-dire des follow, vous réinvestissez Bien sûr. On garde toujours une poche d'argent pour pouvoir follow on sur les tours d'après. Donc généralement, on fait au moins 2-3 tours après celui qu'on a fait en premier. Parce que j'ai appris ce matin, je déjeunais avec quelqu'un qui s'appelle Quentin Romé, Community, je sais pas si tu connais. Bon. Non. Il me racontait, donc c'est un ancien du Galion, il me racontait que Willy Brown, dans la thèse du Galion, il faisait pas de follow-on. En fait, c'est une règle. Ok. Et donc, il va falloir que je reçoive Willy s'il nous écoute, mais sur ce truc, j'aimerais bien vraiment parler. C'est assez unique, je pense, parce qu'effectivement, la plupart des fonds, généralement, gardent une poche de follow-on, parce qu'effectivement, pour les boîtes qui marchent bien et qui relèvent, c'est toujours intéressant pour nous de pouvoir au moins faire le prorata et maintenir notre ownership. Donc, effectivement, Vous n'avez pas de règles comme ça un peu singulières chez vous, non? Est-ce qu'on a des règles singulières? Non, on aime bien être assez flexible. Tout est possible, on se fait un pas de porte. Et on discute toutes les possibilités dans le partnership. T'as un objectif de déploiement cette année? Tu sais combien t'aimerais investir? Ouais, alors généralement on investit entre 5 et 6 investissements par an. Et chacun de nos tickets, c'est environ 15 millions. Okay. Après, ça dépend des années. En 2021, on a fait 12 deals. Parce que là, tu parles de l'Europe. Hein. Je parle de l'Europe. Je parle de mon équipe, qui est l'équipe européenne, où on gère un petit peu plus d'1 milliard aujourd'hui, sur les 11 milliards que j'ai donnés au début. Et on est en train d'investir le 4e fonds, de 450 millions de dollars. Et donc toi, si tu investissais pas en France et en Allemagne une année, c'est OK. Ouais, bien sûr, mais on fait que 4 ou 5 deals par an généralement. Donc mathématiquement, il y a des années où les deals vont plutôt être en Angleterre ou en Suède. Après, la France, ça reste quand même un très gros marché. On a quand même pas mal de boîtes en portefeuille en France. Donc généralement il y en a, et puis là Swan, le premier deal de l'année, c'était en France. C'est spécial, je vais te laisser après ça, mais je connais pas si bien l'Angleterre que ça. Enfin, c'est juste à côté, je vais à Londres, etc. Mais les marchés de la tech, j'ai quand même l'impression que mis à part Revolut, tu vois, enfin quand on me sort les 100 plus grosses boîtes de tech anglaises, enfin j'en connais 3 quoi, ou 5. Tu vois? Ouais. Il y en a pas mal en vrai. Il y en a pas mal. Ah, mais je dis pas qu'il y en a dans pas. Notre deal flow, je pense que c'est bien quand même peut-être 60% aujourd'hui Angleterre. Donc on voit quand même beaucoup de sujets sur ça. Non, mais je dis pas qu'il y en a pas. Je dis juste qu'elles restent en Angleterre, elles vont aux États-Unis, mais elles franchissent pas la Manche en fait. Effectivement. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est effectivement, surtout quand tu es en Angleterre et que tu as déjà cette culture anglophone, c'est beaucoup plus facile de s'étendre aux États-Unis que plutôt qu'aller en Espagne, quoi, effectivement. Pour la France, la question se pose parce qu'on a une culture qui est aussi plus proche de l'Italie, de l'Espagne, et puis aller aux États-Unis pour certaines boîtes sur certains sujets, c'est un pas qui est aussi gros que d'aller dans des pays européens, même par rapport au sujet de réglementation qu'on évoquait tout à l'heure. Donc oui, effectivement, la plupart de nos boîtes dans lesquelles on a investi en Angleterre s'étendent aux États-Unis. Ouais, ça me fait réaliser quelque chose, parce que finalement les Suédois c'est pareil, ils regardent assez vite les États-Unis parce qu'ils parlent bien anglais, et puis plutôt que d'aller en France ou en Espagne, quand tu veux sortir de ton petit pays, tu vas aux US, comme les Israéliens. Et donc finalement c'est plutôt les Européens centraux, parce que les Espagnols et les Italiens ont pas tant de start, enfin ils en ont, soyons pas non plus condescendants, mais sont pas un peu moins. Donc ça va être les Français et les Allemands qui vont plutôt essayer de déployer un peu sur les gros pays européens. Et surtout les Français. De s'étendre sur d'autres pays européens et de devenir des acteurs pan-européens, oui, complètement. Okay. Si on revient à Hero Software, par exemple, eux, leur plaie, c'est de devenir l'ERP pour les artisans en Europe. Il y a déjà Service Titan aux États-Unis qui fait la même chose, qui est valorisé à plusieurs milliards, et qui veut pas s'étendre en Europe parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de réglementation, parce que c'est trop différent. Et Hero Software veut prendre cette place-là et créer le Service Titan de l'Europe. En étant un player basé initialement à Hanovre, aujourd'hui à Berlin, donc effectivement un player allemand. Incroyable. Merci Laura, je pourrais discuter encore de ça, j'ai découvert un acteur italien, je sais pas si ça te parle, qui a racheté Evernote, qui a racheté plein de boîtes que j'utilise en plus dans le podcast sur du, comment ça s'appelle, je l'ai plus, StreamYard, qui a racheté... plein de trucs que j'utilise et j'ai vraiment halluciné. Mais c'est vrai que découvrir l'Europe, c'est aussi assez intéressant. Donc, tu vas te régaler. Je pense qu'il y a beaucoup de place à prendre aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs américains qui ne sont pas venus en Europe et il y a plein de choses à faire. Allez, on va les faire. Merci en tout cas. On te suit un peu partout. J'étais ravi d'échanger avec toi et puis d'apprendre tout ça. On va te suivre
avec grand plaisir. Et puis suivre Hate Road aussi. Bon, et puis tu me dis vous postez sur le blog aussi, hein, pas mal. Donc il y a une newsletter qui part peut-être où on peut s'inscrire. On a une newsletter, effectivement, on peut s'inscrire. On a aussi un site internet où on publie tous nos posts. Et puis le plus simple, c'est juste de nous suivre sur LinkedIn où on republie toute notre actualité. Allez, on y va tous. Laura, moi je t'ai ajouté, ça y est, dès que t'es arrivée, donc de toute façon. Merci à toi, merci à vous. N'oubliez pas de suivre tout ça sur OVNI Capital, .capital, ovni.vici, les deux fonctionnent je crois. Mais mes associés veulent qu'on passe à ovni.capital, je crois. C'est la nouvelle dénomination. Et puis de recommander ces épisodes à 2-3 personnes autour de vous si vous pouvez, c'est important. Comme ça on nous découvre au fur et à mesure, parce que moi c'est mon petit podcast, tu vois, après Génération Do It Yourself et La Martingale, et donc je suis encore à mes débuts dans celui-là, donc je dois faire mes preuves. Allez, bisous, merci, à la semaine prochaine. Bientôt.